Bonjour, nous allons démarrer ce webinaire. Il fait partie d'un cycle de 3 webinaires sur les menuiseries extérieures. Le premier webinaire s'est déroulé le 19 septembre et nous avions rencontré quelques soucis techniques, donc on l'a réenregistré et maintenant vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de FCBA. Donc pour ceux qui n'y étaient pas ou ceux qui veulent le revoir, voilà, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler de solutions de drainage et de calfeutrement, vitrage des fenêtres bois et mixte bois-aluminium. Voilà, nous avons deux intervenants, Marc Sigrist et Eric Laurent. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Éric Laurent. Je suis arrivé à FCBA il y a un peu plus d'un an, bientôt un an et demi. Et donc je suis dans l'équipe ingénierie à FCBA et plus précisément dans la petite équipe menuiserie, donc avec Marc. Et donc on fait essentiellement de l'appui technique, du conseil auprès des professionnels de la menuiserie. Voilà. Marc, je te laisse te présenter aussi ou Ouais, pas? bonjour à tous. Donc désolé, ma vidéo fonctionne pas, ma caméra fonctionne pas. Donc moi, je suis, effectivement dans la même équipe que Eric, chargé de profession, menuiserie. Certains d'entre vous sans doute me connaissent déjà. Voilà, donc c'est Eric, ça va être son premier webinaire. Donc Et je l'ai pas précisé. c'est lui qui va prendre le manche et voilà et puis je suis derrière en support. Voilà, à toi de jouer Eric. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, on va aborder des éléments de contexte, faire un petit point sur des généralités que vous connaissez peut-être certainement, mais qui sont toujours bonnes à réentendre. Ensuite, on fera un point sur les différents types de drainage. Donc en particulier, vous verrez qu'il y a un nouveau type de drainage qui va apparaître avec les nouvelles révisions de normes. Et ensuite, on fera un petit point sur les mises en œuvre des solutions de calfeutrement et notamment sur les qualifications des différents produits de calfeutrement. Et puis ensuite, on conclura et on répondra à vos questions. Donc pour ce qui est du contexte, les normes qui traitent de la pose de vitrage minéral en atelier sont en cours de révision. Donc, c'était les normes XPP 20650-1 et -2 qui devraient être publiées, on va dire, premier trimestre 2024 et donc passer en norme NFP 20650-1 et -2. Et donc, c'est à l'occasion de ces révisions que nous faisons ce webinaire. Donc, les principales intégrations de ces révisions vont être notamment des précisions sur la mise en œuvre des calfeutrements, de nouvelles solutions pour le drainage rapide, et elles vont intégrer un nouveau type de drainage qui est le drainage renforcé dont on va parler aujourd'hui. Donc, vous verrez, on a essayé de mettre un petit logo new à chaque fois que des nouveaux principes sont intégrés dans ces normes, mais j'en parlerai bien sûr. Et donc, avec la révision de ces normes-là, on va remettre à jour le guide Adandra qui existe déjà, mais voilà, qui sera remis à jour à la suite de la publication de ces deux normes. Et vous pourrez le retrouver à la fois sur le site du Codifab et sur les fiches Boiref, dont on vous donnera les liens à la suite de ce webinaire. Alors, on passe aux généralités. Donc, juste pour vous rebalayer un petit peu le principe du calfeutrement, il y a certains termes à connaître. Donc, le premier qui est la barrière principale. Donc, globalement, sur un calfeutrement, on va appeler la barrière principale celle euh, qui est disposée entre le vitrage et l'ajout de feuillure ou le listel, donc qui est ici et ici. Alors, attendez, je vais. Voilà. Donc, qui est ici et ici. Donc ça correspondra à la barrière principale et donc la barrière secondaire
correspond au calfeutrement qui sera situé entre le vitrage et la part close. Donc ces deux barrières peuvent être différentes. Et donc notamment, on peut avoir des calfeutrements qui sont qualifiés de double barrière, puisqu'on va avoir donc ces deux barrières entre le listel et la part close, en pouvant faire des combinaisons de tous les types de calfeutrement possibles. D'accord? On verra par la suite que chaque type de calfeutrement que vous allez mettre en place aura un drainage associé. Et à savoir qu'il existe également un calfeutrement monobarrière, donc qui est peu répandu, mais il existe, donc qui se réalise uniquement en part close extérieure, puisque le principe, c'est de limiter, on va dire, les possibles rentrées d'eau ou d'air sous la part close. Donc voilà, donc uniquement en part close extérieure. Et on verra que ce type de calfeutrement-là est associé à un drainage de type rapide uniquement. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui est peu pratiqué. Donc voilà, il faudra surtout retenir ce qu'on dira sur les autres types de calfeutrement. Alors, si on continue, voilà. Si on continue sur les calfeutrements, alors on a plusieurs possibilités du maintien du vitrage dans la menuiserie. Alors, si on parle d'abord des parts closes extérieures, les avantages de cette pratique-là est qu'on va on va avoir en tout cas une meilleure étanchéité à l'air que le cas suivant, puisqu'on va limiter l'infiltration de l'air sous la part close. D'accord? Voilà, donc le principal intérêt de cette conception-là, c'est la meilleure étanchéité, mais ça permet aussi éventuellement sur chantier de monter des châssis fixes, notamment le long de façades d'immeubles où l'accès est un peu compliqué par l'intérieur. Donc, je l'ai dit, mais au niveau des parts closes intérieures, ça va être l'inverse de ce qu'on a dit, ce que j'ai dit précédemment, c'est que dans ce cas-là, on va avoir la possibilité d'avoir des fuites qui vont pénétrer sous la part close. Donc, ça va être un inconvénient de cette conception-là. Ce qui est préconisé, et on va en reparler juste après, c'est que on préconise de faire un calfeutrement en pied de part close pour éviter justement ces infiltrations sous la part close. Par contre, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que en part close extérieure, la part close est exposée aux intempéries, donc va beaucoup se déformer dû aux conditions extérieures, ce qui n'est pas le cas en part close intérieure, donc on protège la part close des intempéries. Et enfin, un dernier type qui est plutôt utilisé par les industriels, qui est le vitrage pris en rainure. L'intérêt de cette conception-là est qu'on va avoir un gain surtout en productivité, puisqu'on ça va simplifier la gestion et le montage des parts closes, qui peut être un point assez délicat en atelier. Par contre, le revers de la médaille, c'est que il va falloir gérer le maintien du vitrage par un assemblage mécanique au niveau des angles. Donc quelque chose un peu particulier à mettre en place. Et le fait qu'on ait une rainure qui est fixe va aussi bah, limiter les largeurs de vitrage qui pourront être utilisées dans cette conception-là. Donc généralement, cette conception-là est utilisée avec un profilé extrudé en U, et voilà, souvent utilisé par les industriels du secteur. Donc dans toutes ces conceptions-là, il y a des règles pour le dimensionnement des listels et des parts closes. Alors ça peut être un petit peu délicat comme ça de prime abord, mais en fait finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la largeur de la part close dépend de sa hauteur. Et par contre, sa largeur est mesurée à la mi-hauteur de la part close. Donc on va mesurer la largeur de la part close à sa mi-hauteur et vérifier qu'on rentre bien dans la règle qui est que cette largeur
doit faire les 3/4 de la hauteur de la part close. Ok. Si on prend un petit exemple ici, il faut bien faire attention aussi qu'on ne prend pas en compte certaines zones, notamment ici quand on fait une rainure, par exemple pour y placer une mousse PDM ou du silicone, on ne va pas prendre en compte les espèces d'ergots qui apparaissent, on prend vraiment la plus petite largeur de la part close. Il y a également des règles au niveau de l'assise de la part close pour éviter que la part close déverse. Et donc, on vous a mis ici, selon les hauteurs de feuillure et de part close, vous avez les dimensions en largeur et en assise de part close. Quelques règles également sur des types de part close un peu différents. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire des part close à talons, pour lesquels il faut notamment vérifier que on va dire le petit talon fasse minimum 2 mm d'épaisseur. Vous avez la possibilité aussi de faire des part close en applique. Voilà, où à ce moment-là, on vérifie que la part, on va dire la région de la part close qui sera en applique sur l'ouvrant fasse les bonnes dimensions. Donc il y a quelques règles aussi à respecter. Voilà. Il y a aussi des règles de dimensionnement au niveau des pointes. Donc cette fois, les pointes, la longueur des pointes en tout cas dépend de la masse volumique de l'essence que vous allez utiliser. Donc plus vous allez avoir une essence qui va être de faible densité, puis il faudra mettre des longues pointes. Et donc on vous a mis notamment un calcul pour une essence de 500 kg par mètre cube, pour laquelle des pointes de 40 mm suffiront. Donc si vous avez des essences de bois qui seront plus denses que celle-ci, vous pourrez diminuer la taille de vos pointes. Par contre, il y a une réglementation sur la longueur des pointes, il y a aussi une réglementation sur la distance entre les pointes et doit être comprise globalement entre 150 et 200 mm. Voilà. Donc à retenir les 200 mm entre les pointes et cette longueur de 40 mm qui satisfait globalement assez souvent pour la longueur de pointe. Voilà, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Lorsque vous avez une part close intérieure, le risque est qu'il y ait de l'air ou de l'eau qui s'infiltre sous la part close. D'accord? Donc c'était quelque chose qui était recommandé jusqu'alors et qui passe maintenant obligatoire dans la nouvelle révision des normes 20650-1 et -2, c'est qu'il est désormais obligatoire de faire un calfeutrement en pied de part close sur la traverse basse et qui remonte à minimum de 200 mm sur les montants. Voilà, donc pour limiter justement ces infiltrations. Donc une chose à faire attention chez vous, c'est de bien vérifier que le mastic que vous allez utiliser pour faire ce calfeutrement-là est compatible avec le vitrage que vous utilisez. Donc à vérifier la compatibilité avec le scellement des intercalaires de vitrage et également aussi au PVB si vous utilisez des vitrages feuilletés. On sait que certains silicones peuvent détériorer le scellement des intercalaires et du coup les rendre non étanches et peut poser des problèmes après d'infiltration de vapeur d'eau dans les doubles vitrages. Voilà. Donc voilà, quelque chose qui était déjà recommandé, auquel on faisait attention quand on pouvait éventuellement faire des visites ou des dossiers techniques auprès des menuisiers et qui devient maintenant obligatoire. Une petite règle de dimensionnement de la goutte d'eau en traverse basse d'ouvrant. On sait que pour avoir une goutte d'eau efficace, elle doit avoir une dimension suffisante et que globalement, on recommande une dimension de 12 mm en largeur de goutte d'eau
et de 8 mm en hauteur. Donc ça, c'est une goutte d'eau qui a été prouvée qu'on sait efficace. Et donc le but de la goutte d'eau, c'est vraiment d'interrompre les éventuelles pénétrations d'eau de l'extérieur vers l'intérieur et notamment la zone sèche de la menuiserie. Si vous avez par exemple une goutte d'eau qui a une largeur trop faible, on va dire que les gouttes d'eau pourront sauter cette goutte d'eau et donc elle sera plus efficace. C'est aussi le même cas si on a une goutte d'eau qui n'est pas assez haute, où l'eau pourra, via des phénomènes de capillarité, contourner cette goutte d'eau et atteindre les parties sèches. Ok. Donc, essayez de respecter une goutte d'eau de 12 par 8. Si jamais vous êtes dans le cas où vous avez la présence d'un jet d'eau, si cette goutte d'eau est bien dimensionnée, vous avez la possibilité de réduire la goutte d'eau en traverse basse à 8 par 8. Puisqu'on considère que le jet d'eau permet d'éviter une certaine partie de l'eau de pénétrer, donc on autorise une goutte d'eau de plus faible épaisseur, enfin de plus faible dimension. Voilà. Donc à retenir, une goutte d'eau de 12 par 8 sans présence de jet d'eau, et une goutte d'eau qui peut être légèrement réduite en présence de jet d'eau. Ok. Maintenant sur les trous de drainage. Donc les trous de drainage permettent à la fois de drainer l'eau qui peut éventuellement s'infiltrer au niveau du calfeutrement en vitrage, et donc d'emmener cette eau-là vers l'extérieur, mais ça permet aussi de ventiler le fond de feuillure pour maîtriser l'humidité du bois si jamais il y a eu des infiltrations d'eau. D'accord? Donc un double rôle qui est de drainer et de ventiler. Alors par contre, il faut faire attention à ce que ce trou de drainage ne débouche pas euh, au niveau d'une goutte d'eau ou après, puisque à ce moment-là, on perd l'intérêt de la goutte d'eau. Donc les trous de drainage doivent déboucher avant une goutte d'eau. Et on recommande aussi de faire des chanfreins au niveau des arêtes des trous débouchants de drainage pour améliorer la tenue de la finition. On sait que si on a des arêtes vives à certains endroits, c'est pas forcément uniquement le cas au niveau du drainage, hein, ça peut être un peu partout sur votre profil. Dès qu'on a des arêtes vives, on sait que la finition tient moins et donc ça peut être une source d'infiltration d'eau et de détérioration précoce. Voilà. Et donc à retenir également, euh, vous devez fournir un guide d'entretien à vos clients qui précise en tout cas le fait que l'entretien de vos trous de drainage doit être fait et donner également la fréquence d'entretien. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est à fournir et à bien préciser. Ok. Donc, si on passe maintenant aux différents types de drainage, donc vous allez voir, il y a des drainages que vous connaissez. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tout ce que vous avez déjà fait dans vos conceptions reste conforme et que tous les ajouts des nouvelles révisions de normes qui vont arriver ne remettent pas en cause ce que vous avez déjà fait. Voilà. Donc si vous aviez déjà des conceptions conformes, ça ne changera pas. Hormis le calfeutrement en pied de part close qui est passé obligatoire. Alors, le drainage classique. Donc, le drainage classique, il y a peu de modifications sur ce drainage-là dans les révisions. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le drainage classique, il est utilisable uniquement pour les calfeutrements qui se font par adhérence. Donc, ça va être les mastiques et les bandes préformées. On sait que les calfeutrements par adhérence sont plus durables dans le temps que les autres.
Et donc c'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'avoir un drainage plus important que le drainage classique. D'accord? Donc voilà les petites règles à retenir pour le drainage classique. L'utilisation de calfeutrement par adhérence, réaliser une rainure de récupération des eaux de 6 par 6, centrée sur l'intercalaire du vitrage. Une répartition de perçage qui est de tous les... Globalement, il faut faire un perçage il y a deux perçages pour un vitrage de 1 mètre de largeur et rajouter un orifice supplémentaire par tranche de 500 mm de vitrage. Et donc les diamètres de trous sont des diamètres de 8 mm pour avoir une surface de drainage de 50 mm². Voilà. Donc on a la possibilité soit de faire des trous de 8 mm de diamètre, soit des trous oblongs de 5 par 10, voilà, qui fait bien 50 mm² de surface de drainage. Ça, je l'ai déjà indiqué, mais le drainage doit se faire en amont d'une goutte d'eau et pas dans la goutte d'eau ou en aval. Alors, je vous ai précisé ici quelques solutions de drainage classiques. Vous avez la possibilité de faire un drainage qui débouche avant le jet d'eau. L'intérêt de cette conception-là est qu'on a un nettoyage qui est facile puisque le trou est apparent. On sait que plus on verra les trous de drainage, plus on aura la possibilité ou l'envie, en tout cas, de les nettoyer. On a la possibilité aussi de faire un drainage qui arrive sous le rejet d'eau, donc là avec un accès un peu plus délicat pour le nettoyage. Autre chose qui est souvent aussi pratiquée, c'est le drainage entre l'ouvrant et le dormant. Alors cette fois, le drainage est non apparent, mais en tout cas, il est facile d'accès si on ouvre l'ouvrant pour le nettoyer. Et enfin, un autre cas qui est moins répandu, c'est les drainages avec des trous oblongs et un cache-tempête. Et donc pour ce cas, il faudra enlever les cache-tempêtes pour nettoyer les trous de drainage. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé en PVC, en aluminium. C'est souvent la règle d'ailleurs et qui est moins culturellement utilisé en bois. Pour améliorer le drainage, c'est un peu le principe de la paille qui est remplie d'eau et qu'on débouche par le haut pour faire couler l'eau. C'est que on fait un équilibrage de pression entre la cavité qui est ici et les trous de drainage. Donc c'est quelque chose qui est recommandé mais non obligatoire, et voilà, qui facilite le drainage. Et donc l'idée c'est donc de mettre à l'air libre la feuillure à verre en faisant un trou de 8 mm de diamètre pour être efficace. Et donc voilà, l'idée, ça va être de faciliter le drainage et également la ventilation pour contrôler l'humidité de la menuiserie. Maintenant, on passe au drainage rapide. Donc le drainage rapide, lui, il va plutôt être utilisé lorsque le calfeutrement va être réalisé par compression. Donc ça va être le cas des profilés extrudés, type profilé à sec en forme de U ou des joints à bourrer, mais également des mousses EPDM. Et donc dans ce cas-là, l'étanchéité se fait par la compression du joint. Et donc on sait que dans ces cas-là, euh, soit par la rhéologie du joint, soit par les éventuels travails du bois avec l'humidité, cette étanchéité peut être un peu mis en défaut et donc est moins durable que les calfeutrements par adhérence. Et donc ces calfeutrements-là nécessitent un drainage accru et une ventilation accrue, et donc c'est pour cela que le drainage rapide est recommandé pour ces calfeutrements-là.
Alors, vous voyez ici qu'il y a une notion de calfeutrement avec angle non étanche. Et ça, j'en reparlerai pour le prochain type de drainage pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, tout ce qui est calfeutrement par compression nécessite un drainage rapide. On met également dans ce drainage rapide-là les calfeutrements monobarrières dont j'ai parlé au début. Et donc, vous allez voir qu'il y a trois solutions de dimensionnement pour le drainage rapide. Un drainage rapide de référence, dont je vais parler juste après. Des drainages rapides équivalents qui sont intégrés dans les révisions des normes qui vont être publiées, donc qui vont faciliter un petit peu la mise en place de ce drainage-là. Et vous avez aussi la possibilité de réaliser un drainage, on va dire, personnalisé qu'il faudra valider par essai. Donc le drainage rapide de référence, il consiste à faire une feuillure en pente d'au moins 10 degrés avec des fentes de 5 mm d'épaisseur. Donc tout ça, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé dans la nouvelle révision, c'est que par des retours d'expérience de plusieurs professionnels, la longueur cumulée des fentes est réduite de 60%, ce qui était le cas jusqu'à présent, à 40%. Voilà, donc la longueur totale des fentes de drainage de votre menuiserie doit être supérieure ou égale à 40% de la longueur en fond de feuillure de la traverse basse. Ok. Et on répète ici aussi que les drainages doivent toujours déboucher avant une goutte d'eau. Et donc, une intégration dans les révisions à venir, on intègre trois cas de drainage rapide équivalent. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place une de ces trois solutions, ce sera considéré comme conforme puisqu'on a eu des retours encore d'expériences et d'études collectives qui indiquent que ces drainages rapides-là sont efficaces. Alors, je ne vais pas forcément passer en revue tous ces trois cas-là, juste peut-être faire un focus sur le dernier, puisque globalement, ça va être une conception qui va être très proche, on va dire, des outils qui sont mis en place dans le drainage classique et donc qui va sûrement intéresser on va dire, les plus petites entreprises, puisque on, on garde le même profil qui est utilisé pour le drainage classique avec la rainure de 6 par 6 et le fond de feuillure à plat. Il faudra juste faire une reprise d'usinage pour réaliser les fentes de 5 mm. Et donc globalement, ça se rapproche assez bien de ce qui est fait dans le drainage classique et donc facilite, on va dire, la mise en place de ce drainage-là pour on va dire les plus petites structures et qui n'ont pas forcément la capacité de changer totalement leurs outils. Voilà. Donc on va dire que le drainage rapide devient un peu plus accessible avec cette solution. Et donc le dernier cas, qui est le drainage, on va dire personnalisé. Donc on a quand même mis en place plusieurs solutions. Donc a priori, ce cas-là devrait arriver de moins en moins souvent, mais en tout cas, il est possible de réaliser un drainage qui vous convient peut-être mieux que ceux qui ont été proposés. Et à ce moment-là, il faudra comparer la reprise d'humidité de votre solution par rapport à la conception de référence dont j'ai parlé plus haut, en faisant des essais qui consistent globalement à tester une dizaine, je crois 10 traverses basses avec le drainage que vous proposez, en faisant des cycles d'aspersion et de séchage, et vérifier que l'humidité est bien contrôlée avec votre conception. Voilà. Et donc, grande nouveauté des révisions des normes, le drainage renforcé. Donc, globalement, qui va être
vraiment une solution entre le drainage classique et le drainage rapide. Donc ce drainage-là est proposé pour les calfeutrements par compression, dont j'ai parlé avant, et cette fois, on a la notion de calfeutrement avec angle étanche, ce qui n'était pas le cas du drainage rapide précédent, où on avait un calfeutrement avec angle non étanche. Donc je vais vous expliquer cette notion-là. À retenir que le drainage renforcé reprend certains points du drainage classique, mais pour lequel il faudra améliorer la capacité de drainage et de ventilation. Et donc pour cela, on demande de faire un équilibrage de pression en partie haute du châssis. Et on limite également cette conception aux pare closes intérieurs, et donc on exclut les pare closes extérieurs de ce drainage. Donc comment il se met en place? Il y a deux solutions. Soit en gardant la même répartition que les trous de drainage du drainage classique, mais cette fois en augmentant le diamètre, et donc en passant de 8 mm à 13 mm de diamètre. Soit en gardant le diamètre de perçage de 8 mm du drainage classique, mais cette fois en faisant plus de trous. Donc à chaque fois dans ce qui est proposé, le but c'est vraiment d'augmenter la surface de drainage. Et donc cette fois, au lieu d'avoir des trous tous les 500 mm, on aura des trous tous les 200 mm. D'accord? En gardant le fait qu'il faut réaliser un perçage à maximum 5 cm des montants. Voilà. Donc j'en ai parlé avant. On demande d'augmenter la surface de drainage, mais on demande aussi de faire un équilibrage des pressions en partie haute des châssis. Donc cet équilibrage des pressions, il se fait par un trou minimum de 50 mm, donc perçage de diamètre 8. Et il doit aussi permettre à l'air de circuler sur tout le périmètre du vitrage. Donc soit en atteignant une rainure de 6 par 6 périphérique autour du vitrage, soit si vous n'en avez pas, bien veiller à ce que les cales de vitrage permettent de laisser passer l'air. Donc c'est notamment le cas avec des cales particulières à ce cas-là, des cales drainées. Donc il y a plusieurs cas possibles. Si vous n'avez pas de joint de frappe extérieur, il faut penser à respecter 1 mm entre le dormant et l'ouvrant pour justement permettre à l'air de circuler dans cette cavité-là. Si vous avez moins d'1 mm, justement, on pourra avoir des problèmes d'équilibrage de pression. Dans le cas où vous avez un joint de frappe extérieur périphérique sur tous les montants de votre menuiserie, vous bouchez donc l'air, et donc l'air ne peut pas arriver dans cette cavité-là. Donc là, il y a deux solutions. Soit la première est de percer le dormant en veillant à ce que l'eau ne puisse pas pénétrer dans cette cavité-là, soit en faisant une interruption du joint de frappe. Et à ce moment-là, si on veut respecter les 50 mm minimum, il faudra, en imaginant qu'on a un jeu de 1 mm, il faudra faire une interruption de 5 cm du joint de frappe en partie en traverse haute. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le trou pour permettre de mettre à l'air la feuillure à verre peut être réalisée soit en traverse haute, soit en partie haute des montants. Ça, c'est quelque chose qui est souvent, qui est systématiquement réalisé en fenêtre PVC ou alu. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être fait tant que on évite les infiltrations d'eau dans ces trous-là. Et enfin, dernier cas qui est peut-être un peu plus rare, donc avec ou sans joint de frappe, on a la possibilité également d'interrompre le calfeutrement en traverse haute, toujours en respectant les 50 mm de surface minimale.
Et donc j'en ai parlé avant. Il vient maintenant la notion de calfeutrement avec angle étanche. Donc l'idée, c'est que on sait que ces mousses se détériorent, en tout cas sont moins durables que les calfeutrements par adhérence. Et donc pour mettre en place le drainage renforcé, il faut quand même s'assurer que les angles sont suffisamment étanches au moment de la mise en œuvre et dans la durée de vie de la menuiserie. Et donc pour cela, on demande à réaliser des essais euh, de qualification de ces mousses. Euh, et donc une partie sera réalisée par le fabricant du profilé avec une évaluation initiale du produit, de faire un essai d'étanchéité à l'eau dans les angles selon un protocole qui est défini dans la nouvelle révision de la norme, et ensuite de vérifier la reprise élastique du profilé à haute température, donc à 70 degrés du produit de calfeutrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé par le fabricant de la mousse. Ensuite, le menuisier, lui, devra mettre en œuvre le produit selon les préconisations qui auront été testées par le fabricant et qui seront données par le fabricant. Donc typiquement, on sait par exemple que la mise en œuvre des joints de calfeutrement avec les montants filants et la partie basse qui s'arrête au niveau des montants est quelque chose qui n'est souvent pas étanche. Et donc typiquement, voici quelques solutions qui pourront vous être préconisées par les fabricants de mousse. J'essaie de me dépêcher parce que je pense qu'on n'est pas forcément dans les temps. Donc, autre chose qui est introduit dans cette révision, qui est le drainage en cascade des traverses intermédiaires. Donc, ce drainage-là permet de s'abstenir d'avoir des trous de drainage en face extérieure de traverses intermédiaires. Et donc, cette fois, le drainage va passer par les extrémités de la traverse intermédiaire le long des montants. D'accord? Donc, il faudra veiller à ce que ce drainage se fasse bien le long des montants, donc dans une rainure périphérique des montants, et que le drainage en partie basse soit également, en tout cas, respecte les préconisations qu'on a évoquées plus haut. Un point délicat de ce type de drainage-là, c'est que si on draine l'eau par les montants, on a la possibilité, en tout cas, d'avoir des infiltrations d'eau autour du panneau de soubassement qui est en partie basse et donc qui a certaines limitations à ce système-là. Donc le domaine d'emploi de cette solution est limité à un châssis de 2,50 m de haut et de 1 m de largeur. On demande à ce qu'il y ait un calfeutrement double barrière par adhérence, donc utilisation soit de mastic, soit de bandes préformées pour cette solution-là, et uniquement en pare close intérieure. Voilà. Et donc il y a 5 points à respecter pour réaliser ce drainage-là. Le premier, c'est de réaliser un équilibrage des pressions en partie haute. On en a parlé précédemment, il faut le mettre en place dans cette conception-là. Le deuxième point, c'est de réaliser des trous de 50 mm² minimum pour assurer la continuité de la rainure périphérique des montants entre la partie haute et la partie basse. Il faut réaliser un calfeutrement complémentaire, mais ça c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire, sauf que cette fois-ci, on demande à ce que ce calfeutrement-là soit périphérique sur toute la partie du soubassement et, comme on l'a expliqué, en partie haute de vitrage, remonte de 200 mm sur la partie haute du vitrage. Et donc ensuite, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre en partie haute du panneau de soubassement qui serait compliqué à évacuer, on demande à protéger les parties supérieures en réalisant un bouchon avec un cordon de mastic. Donc c'est la partie verte qu'on voit ici. Si ma souris veut bien se déplacer, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, la partie verte qui est au-dessus du panneau de soubassement.
Et en plus de cette protection-là, on demande à ce qu'il y ait une finition qui soit appliquée sur les champs du panneau avec une efficacité hydrofuge suffisante et qui soit de classe 3 minimum autour du panneau. Voilà. Tout ça pour protéger vraiment les l'éventuelle humidité stagnante autour du panneau. Donc voilà pour les différents types de drainage. Maintenant, on va passer aux mises en œuvre de ces produits-là et surtout de leur qualification. Donc à retenir pour les mastiques, on va dire que la qualification des mastiques se fait en 3 étapes à respecter. La première, c'est que chaque mastic doit être qualifié à l'initiale et cela se fait généralement sur des supports de référence, donc qui vont être le verre non traité et l'aluminium anodisé. Donc on qualifie dans un premier temps le produit. Ensuite, on réalise des essais de convenance de l'adhérence du mastic sur le support qui nous intéresse. Et donc, ce sera le bois revêtu des finitions qui vous sont propres et des différentes essences que vous utilisez. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite, il reste juste à valider la mise en œuvre dans votre conception. Et donc, on va parler de ces 3 points-là. Donc, la qualification initiale, elle se fait par le fabricant de mastic et doit être affiché sur les produits, en tout cas sur les emballages des produits que vous allez utiliser. Donc, à vous de vérifier que certaines conditions sont respectées. Donc, notamment, il faut vérifier que les produits sont de type 25E ou de type G avec les mentions 25 LM ou 25 HM sur les produits. Donc ça, vous le voyez apparaître normalement sur les fiches techniques ou sur les emballages des produits. Et autre chose, c'est que la certification SNJF vitrage vous assure en tout cas que ces produits respectent bien les conditions à respecter. Donc dans un premier temps, vérifiez que le produit a été qualifié à l'initiale. Comme ces produits ont été qualifiés sur des supports de référence qui ne sont pas le bois, on demande de faire des essais de convenance, d'adhérence sur le support. Et donc à ce moment-là, ça c'est des essais qui sont faits souvent par le fabricant, mais qui sont faits avec les éprouvettes fournies par le menuisier, puisqu'il faut fournir tous les échantillons d'essence de bois que vous utilisez avec les différents systèmes de finition que vous utilisez. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 2 essences de bois différentes, par exemple le chêne et pin sylvestre, avec 2 systèmes de finition différents, opaque et transparent, bah, il faudra fournir 4 échantillons. Donc le chêne en finition opaque et transparent et le pin sylvestre en finition opaque et transparent. Voilà, donc on teste dans un deuxième temps le produit qui a été qualifié à l'initiale sur les supports que vous allez utiliser. Et ensuite, il faut vérifier à ce que la mise en œuvre se fasse correctement dans votre conception. Et donc la chose à retenir, c'est que le cordon extrudé que vous allez mettre en œuvre doit faire au moins 16 mm². Donc c'est pour ça que selon les conceptions, donc ici avec une extrusion sur fond de joint ou une extrusion dans des réservations ou une extrusion en rainure, on vous demande d'avoir des géométries qui permettent de respecter ces 16 mm² là. Donc 4 mm sur le bois et 4 mm sur le vitrage. Attention sur les extrusions en réservation, les géométries qu'on vous préconise permettent d'éviter à ce que le silicone vienne complètement combler le fond de la rainure, puisqu'on sait que quand un silicone est directement en tout cas va en fond de réservation, il a tendance à se déchirer dès qu'il peut y avoir des changements de dimension dus à l'humidité du bois, par exemple. Voilà. Sur les profils extrudés. Donc là, dans ces cas-là, on parle surtout
des joints à sec type joint en U, et également des mousses PDM par exemple. Donc tout ce qui va être voilà, joint à sec, ça peut être donc les joints en U, les joints à bourrer ou autres, les joints avec des queues de sapin par exemple, ainsi que les joints en mousse. Tous ces produits-là doivent être qualifiés par le fabricant. Et lors de la qualification, il y a une classification qui est faite et qui doit être fournie par le fabricant et qui doit apparaître soit sur les fiches techniques, soit sur les emballages. Et donc qui est de ce type-là avec 5 chiffres après la lettre G. Et ces 5 chiffres représentent des propriétés qui ont été mesurées sur le produit que vous utilisez. Donc, à vous de vérifier que le produit que vous utilisez va répondre aux spécifications qui vous sont demandées. Et donc, pour cela, il y a un tableau qui va vous donner les préconisations pour chacune des propriétés qui sont listées. Je ne vais pas les passer en revue, mais en tout cas, sachez que ça existe et puis vous pouvez nous demander aussi également à vous fournir ces préconisations-là. Voilà. Donc le fabricant qualifie ses produits, à vous de vérifier que le produit qui vous est livré correspond bien à l'usage demandé en menuiserie. On en a fini pour cette présentation-là. Donc à retenir, c'est que le choix du calfeutrement détermine le drainage associé. Alors, on peut faire le chemin inverse, mais voilà, en tout cas, sachez qu'il y a un lien entre calfeutrement et drainage associé. On a vu qu'il y avait de nouvelles conceptions de drainage rapide équivalent qui, on va dire, permettent de réaliser ce drainage rapide-là plus facilement, notamment pour les petites entreprises. Enfin, en tout cas, il devient plus accessible. Vous avez vu qu'il y a un nouveau drainage renforcé qui a été qui a été introduit dans ces révisions de normes-là. On a vu le drainage en cascade et le fait que toutes les qualifications des produits de calfeutrement sont désormais basées sur des normes européennes et plus françaises. Et c'est ce que je vous ai présenté. Donc, je ne sais pas si le schéma est assez gros, mais en tout cas, voilà, un petit rappel. Si vous avez un calfeutrement monobarrière, vous êtes en drainage rapide. Si vous avez un calfeutrement double barrière, se poser la question, en tout cas, si vous avez un calfeutrement fait par adhérence, vous pouvez utiliser un drainage classique. Si vous utilisez des mousses ou des profilés extrudés, il faut cette fois se poser la question sur le fait de la qualification et de l'étanchéité au niveau des angles de votre calfeutrement. Si vous n'êtes pas étanche au niveau des angles, on reste en drainage rapide comme c'était le cas précédemment. Si vous avez une qualification du joint et une mise en œuvre qui permet d'avoir des angles étanches, vous pouvez appliquer un drainage renforcé. Voilà, merci de votre attention. J'espère avoir été clair dans mes explications. Et puis donc vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de FCBA, ainsi que le webinaire qu'avait fait Marc précédemment sur les finitions et durabilité des fenêtres bois et mix bois-aluminium. Et le prochain webinaire sera le 15 novembre par Marc, si je ne dis pas de bêtises, avec l'intégration des fenêtres et des fermetures dans les parois ossature bois. Voilà, merci de votre attention.